Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne fitnessmiss.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire une FAQ, donc la numéro 5. Il y a déjà les 4 précédentes qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc vous avez juste à regarder dans la rubrique playlist et vous verrez podcast et interview et vous allez pouvoir retrouver les premières FAQ. Donc le but de la FAQ c'est quoi? C'est tout simplement de répondre aux questions un petit peu fréquentes qu'on me pose soit sur mon site, soit sur internet, mais là j'ai décidé plutôt de faire des sujets que je poste sur Facebook où les gens peuvent directement me poser des questions dans les commentaires de sujets, et de cette manière ça me permet d'avoir toutes les questions regroupées, c'est plus facile et ça permet aussi aux gens de voir les différentes questions et d'en poser des différentes à chaque fois. Donc là je vais commencer sans perdre de temps avec la question de Badi qui me demande: alors salut Théo, j'ai parlé non, excusez-moi, si oui c'est ça. Salut Théo, tu as parlé une fois des séries de 100 répétitions et leur effet magique pour rattraper un point faible. Tu peux nous donner un exemple d'exercice épaule par exemple, et merci. Donc les séries de 100, j'en ai déjà parlé, oui, c'est tout simplement parce que je les ai beaucoup pratiquées, je les pratique encore. Je fais des séries de 100 répétitions en général sur un muscle qui a du mal à congestionner, un muscle qui a du mal à se développer. Pourquoi je fais ça? Parce que ça aide vraiment à ressentir réellement le travail musculaire. Donc je ne sais pas comment expliquer ça parce que c'est très difficile de mettre une définition exacte sur une sensation, mais on va dire que quand on va travailler un point faible, par exemple comme tu dis les épaules, si c'est ton point faible bien sûr, si tu vas travailler les épaules en charge lourde avec des exos basiques comme par exemple, je sais pas, le développé haltère, des choses comme ça, il est possible que tu ressentes tout dans les triceps et dans les trapèzes par exemple, et que tu ne ressentes rien dans les épaules. Donc moi ce que je conseille c'est plutôt que d'essayer d'isoler le muscle que tu souhaites développer. Pour isoler le mieux possible un muscle, c'est pas en lourd qu'on y arrive, en général c'est avec du léger. Donc qui dit léger dit forcément on va pas s'arrêter à 6, 10, 8 ou je sais pas, ou 20 répétitions. On va essayer plutôt d'aller chercher des longues séries, de manière à vraiment apprendre à ce muscle à absorber du sang, à congestionner, mais aussi à apprendre à le contracter, donc à développer un petit peu son système nerveux, on va dire ça comme ça, dans cette zone. Comment l'intégrer? Donc très simple, il suffit juste, par exemple si c'est tes épaules qui sont en point faible, comme tu me disais, tu peux essayer de commencer ta séance par des élévations latérales, très simple, à la poulie basse, le mieux, avec la poulie, le top c'est quand même, si tu n'as pas de poulie réglable, de te mettre à genoux, ou si elle est réglable, de la régler à peu près à la hauteur des genoux, mais de manière à avoir un étirement en fait de tes épaules quand tu es en position basse, ça sera mieux. Et tu fais voilà, des séries de 100 répétitions, donc avec un poids très léger, on va dire que les 25-30 premières répétitions, tu as l'impression que tu ne vas pas du tout forcer, puis avec le temps, avec le nombre de répétitions qui vont s'enchaîner, tu vas de plus en plus sentir cette brûlure, et tu verras que si tu reproduis plusieurs fois des séries de 100 dans la même séance, le lendemain tu auras des courbatures que tu n'as jamais eues, et tu auras aussi lors de ta séance une congestion que tu n'arrivais pas à obtenir avec des poids lourds. Donc après ça peut s'appliquer à tous les muscles, hein. Il suffit simplement de sélectionner un exercice qui te procure déjà, on va dire, de bonnes sensations à l'entraînement. Si c'est par exemple pour les pectoraux, encore une fois je donne un autre exemple, si le développé couché ne te donne aucune sensation, ça sert à rien d'essayer de faire des séries de 100 au développé couché parce que tu vas sursolliciter les muscles qui sont entre guillemets forts certainement, si tu as les pectoraux en point faible. Ça va être quoi? Les triceps, les épaules, donc c'est peut-être eux qui vont en profiter et pas tes pectoraux. Donc sélectionner un exercice qui sollicite le moins possible de muscles intermédiaires au point faible. Donc on va dire que le mieux c'est quand même des exercices d'isolation à la poulie ou peut-être avec certains mouvements avec haltère. Voilà pour toi. Donc on continue. Une autre question. Alors Frédérico me pose la question suivante. Tout d'abord merci pour ton travail, donc merci à toi. Que penses-tu des bloqueurs de glucides tels que le chrome ou le fenugrec? Alors j'ai pas testé le fenugrec, mais donc je pourrais pas forcément te donner mon avis sur ça. S'il y en a qui ont testé, qui ont eu de bons résultats, je les invite à partager
dans les commentaires de la vidéo tout simplement. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de fantastique à attendre de ça, parce que c'est un peu des compléments alimentaires qui reviennent à la mode périodiquement, pardon. Par contre le Chrome, je l'ai essayé et ça a certainement une petite utilité, mais c'est tellement ridicule au niveau de l'utilité, enfin je veux dire pour une personne en bonne santé qui essaye de faire attention à ce qu'il mange, etc. Je pense que faut pas en attendre vraiment réellement grand chose, parce que moi j'ai arrêté parce que je sentais, finalement il n'y avait rien, quoi, je ressentais rien. Donc je pense que c'est le genre de complément alimentaire où on peut faire des économies assez facilement et garder son argent pour autre chose. Après, tu vois, tu me dis bloqueur de glucides, donc réduire finalement l'assimilation des glucides. Il y a une chose très simple que tu peux faire pour ça, c'est de sélectionner des glucides qui sont très riches en fibres. Comme ça, tu auras moins de glucides, tu auras une digestion plus ralentie, ça te coupera un peu mieux la faim. Donc essaye de choisir des glucides qui sont très riches en fibres. Et ça te permettra naturellement de limiter l'absorption des glucides, quoi. Parce que si par exemple, je sais pas, tu compares des pâtes blanches cuites, on va dire bien cuites, fondantes, etc. Tu compares ça avec, je sais pas moi, du quinoa ou du riz complet, tu vois, des choses un petit peu plus longues à digérer, un peu plus riches en fibres. Ben ça sera, tu vas avoir une absorption des glucides qui va être un petit peu bloquée, on va dire. Enfin bloqué non, mais ralenti et moindre par rapport à des pâtes blanches, quoi. Donc c'est-à-dire que ton insuline va moins monter, tu auras pas mal d'avantages à préférer des aliments qui sont beaucoup plus riches en fibres. Donc je sais pas si c'est facile à comprendre ce que je t'explique, mais tu peux largement remplacer l'utilisation l'utilité de ces compléments alimentaires par un meilleur choix au niveau de tes glucides. Donc on va continuer. Alors, une question de mon pote Aiki du site Vidéotest qui me demande, c'est une question troll, hein, excusez-moi, quand tu vas au cinéma, tu manges quoi à la place de tes pop-corn? Ça fait quelques temps que je suis pas allé au cinéma. Je crois que le dernier film que j'étais voir, j'ai même plus la mémoire, quoi. Je sais pas si c'est pas le dernier X-Men qui était sorti. Je crois que c'est ça, ouais. Non, je mange quand je vais au ciné en général, je me fais plaisir, donc je suis pas trop popcorn, moi. Enfin, quand j'en prends, c'est plus des salés, mais j'en prends quasiment jamais. Mais tu vois, quand je vais au cinéma, non, en général, je mange pas parce que je vais souvent au resto après, ou j'y suis allé juste avant, donc je mange rien. Une bouteille d'eau, ou ouais, non, c'est tout. Ou peut-être un Coca Light, des fois, ça m'arrive aussi. Donc je ne le remplace pas. Désolé Aiki, tu n'auras pas la solution. Je continue avec une question de Alex. Alors pour moi, ça sera une question diète qui intéressera tout le monde, je pense. Quel genre de bons lipides peut-on manger autre que des amandes, avocats, huile d'olive? Déjà ceux-là ils sont bons. Donc les avocats, moi je trouve que les avocats c'est vraiment quelque chose de super. Au niveau du goût, au niveau de ce que ça t'apporte, c'est quand même pas mal calorique. Donc celui qui essaye de faire une diète où il a quand même pas mal de calories, mais qui veut essayer de pas trop manger de glucides, je crois qu'un avocat, de mémoire, je sais pas si ça, si ça tourne pas autour des 300 calories. Donc ça commence quand même à faire pas mal de calories pour un aliment. Après, tu me parles des amandes, mais t'as pas que les amandes, t'as les noix de cajou, tu peux avoir les noisettes, enfin t'as tous les oléagineux, quoi. Tu peux consommer ça. Du moment qu'ils sont pas, ils n'ont pas rajouté du sel, du sucre, qu'ils les ont pas grillés et tous ces trucs un petit peu transformés qui sont plus trop terribles pour l'aliment. Mais déjà, je pense que tous les oléagineux, si tu respectes des quantités, que tu vas pas te gaver d'un seul, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, les huiles, t'as pas que l'huile d'olive, t'as l'huile de colza, t'as l'huile de lin. Qu'est-ce que t'as encore qui est assez classique que je pourrais te donner? Forcément, tu as aussi les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, si tu prends des œufs bio, le jaune d'œuf est une excellente source de lipides. Tu peux aussi retrouver de bons lipides dans les poissons gras, donc ça aussi, c'est pas à négliger. Après, même si ça reste des bons lipides, il ne faut pas non plus chercher à avoir des doses massives, hein. Par jour. Moi, je mets souvent que je préconise l'utilisation des lipides. Oui, mais c'est pas non plus à se gaver de lipides toute la journée.
on va dire que par rapport à ce qu'on peut voir dans les diètes classiques, où c'est zéro graisse, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, donc on mange sec, on va dire. Ça va être légumes vapeur, ça va être du riz mais cuit pareil à la vapeur et sans un filet d'huile d'olive, ça va être du poulet complètement sec, etc. Moi je suis pas trop dans cette approche nutritionnelle, je préfère au contraire réduire mes quantités de glucides et plutôt privilégier des bons lipides à la place, toujours pareil avec des doses modérées mais quand même en avoir un peu à chaque repas. Et garder les glucides pour des moments où ils sont vraiment utiles. C'est-à-dire que pas consommer à n'importe quel moment de la journée sans utilité. Je vois les glucides comme une source d'énergie et comme un aliment récupération. Donc sans avoir ces besoins-là, je ne me vois pas dans l'obligation d'en consommer. Après c'est mon point de vue, hein. C'est sûr qu'une personne qui galère vraiment à prendre du poids, les glucides ça pourrait être vraiment... ça peut être vraiment quelque chose qui pourra faire la différence pour lui parce que ça va pouvoir augmenter son total calorique quotidien et lui déclencher entre guillemets sa prise de muscle et sa prise de poids. Mais c'est assez délicat à mettre en place et encore une fois c'est en fonction de chacun. Donc voilà, pour te répondre déjà, si tu utilises ce que tu m'as écrit et que tu élargis un petit peu la gamme, au lieu de te rester sur les amandes, tu élargis un petit peu, tu utilises d'autres oléagineux, d'autres huiles également, plus les œufs, plus les poissons gras, ça peut quand même te faire une bonne base au niveau, pour varier ta diète, quoi, au niveau des lipides. Donc je continue, une question de Valentin. Salut Théo, merci pour ton travail et la motivation apportée. Quelle fréquence travailler les mollets en point faible? Sachant que je dors bien, je mange clean, je m'entraîne maximum 4 fois par semaine pour une raison suivante. Je pratique le street workout. Donc je sollicite beaucoup de groupes musculaires et sollicite beaucoup le système nerveux. Merci d'avance. Donc, toi tu veux développer tes mollets qui sont en point faible. Donc déjà il faut savoir quelle place tu veux, quelle est la place que tu es prêt à donner au développement d'un point faible. C'est-à-dire que si c'est vraiment un point faible, ça te tient à cœur, que tu veux vraiment les développer, est-ce que ça vaut pas le coup de laisser un peu tomber ce qui progresse bien, de laisser un peu tomber les activités annexes et de te consacrer pendant quelques mois au développement de ton point faible. Donc ça déjà, il faut vraiment dans ta tête te dire, est-ce que les mollets sont tellement un point faible que ça me casse la ligne et que je veux tout faire pour les avoir. Donc si c'est le cas, là, ben, tu peux déjà commencer un mollet en point faible. En général, on est très nombreux à avoir les mollets en point faible, mais c'est pas réellement des points faibles, c'est souvent qu'ils sont mal entraînés. On va dire que souvent on se contente de faire un petit peu de machine à scie, un petit peu de presse et puis on rentre à la maison. Moi je préfère, tu vois, je préfère quand je fais une séance mollet, je vais vraiment essayer de les attraper sous tous les angles. C'est-à-dire que par exemple à la machine à scie, je vais faire des séries de entre 30 et 50 répétitions en moyenne et je vais faire que le bas du mouvement. Lent, toujours pareil, j'essaye d'éviter de travailler en explosif pour essayer d'être le plus possible sur le muscle et le moins possible sur les tendons, on va dire, pour ne pas trop me servir justement de l'énergie élastique. Et du coup, je fais comme ça, je fais vraiment l'amplitude basse en série longue avec quand même un poids relativement, on va dire, lourd, je mets pas un poids léger. Après, je vais faire la même chose sur la partie haute. Donc là, je vais devoir mettre un peu plus léger parce que forcément, on a moins de force sur cette partie du mouvement. Et je vais bien me concentrer sur la contraction. Tu sais, ce moment où quand tu forces, tu sens que la crampe, elle est pas loin. Tu vois, quand tu forces avec tes mollets, et ben à chaque répétition, j'essaye de retrouver cette sensation. Je me contente pas de faire 5-6 séries. Tu vois, je vais peut-être en faire 15-20 sur chaque exercice. Donc c'est sûr, ça va faire 40 séries pour les mollets. Mais bon, c'est en général, je fais pas un programme 100% mollets, c'est-à-dire que je vais pas à la salle pour faire que les mollets, ou je fais pas les mollets à la fin d'une séance. En général, je les fais en superset avec un autre groupe musculaire, parce que je trouve que ça fait très mal, mais c'est pas épuisant au niveau, je sais pas, au niveau du souffle, etc., d'entraîner les mollets. Donc c'est sûr, ça fait extrêmement mal, ça brûle, enfin, t'as mal, mais bon, tu peux faire autre chose en même temps. Donc tu peux combler par exemple avec des abdos, enfin avec n'importe quel muscle, hein, sauf les cuisses évidemment, mais tu peux faire ça avec n'importe quel muscle. Après je pense que voilà,
si tu veux vraiment les développer, on va dire entre 2 et 3 séances par semaine, ça ne sera pas de trop. Donc à toi de voir comment tu veux intégrer ça, mais souvent c'est qu'ils sont soit sous-entraînés, soit qu'on n'arrive pas bien à exécuter les mouvements. On fait ça de manière trop rapide, trop explosif, on joue sur les rebonds pour mettre lourd et gagner des répétitions. Mais c'est pas vraiment le but. Pour bien les solliciter, il faut vraiment essayer de les contracter et de les étirer, mais de les étirer d'une manière plus lente qu'un autre muscle qui lui réagirait bien avec la phase négative un peu plus explosive. Après, il reste encore la solution des séries de 100. Hein. Les séries de 100, ça peut marcher aussi pour les mollets. Mais bon, en série, on va dire que l'avantage des mollets, c'est qu'on peut faire des séries relativement longues avec un poids quand même assez lourd. Donc, je pense que des séries entre, ouais, je te dis 30-50 répétitions, si tu le fais régulièrement, tu devrais commencer à avoir de bons résultats. Après, fixe-toi sur les courbatures. Hein. Si tu vois que tes courbatures, elles sont localisées vraiment sur le tendon, proche du tendon, quoi, ou si tes courbatures, elles sont bien au cœur du mollet, bien à l'intérieur du muscle, c'est un bon indicateur de ta séance si elle a été, on va dire, entre guillemets, productive et destructrice sur le muscle et pas trop sur le proche du tendon. Quoi. Voilà pour toi. Je continue avec une question de Franck. Quelle est la bonne fréquence d'entraînement des abdos en point faible? Peux-tu nous donner des routines abdos variées et efficaces? Merci à toi. Donc salut Franck. Quelle est la bonne fréquence d'entraînement des abdos en point faible? Je te dirai tous les jours. Parce que personnellement, quand j'ai commencé à vraiment vouloir développer mes abdos, tu vois, si je m'entraînais 1 ou 2 fois par semaine les abdos, que ce soit en lourd, en long, en léger, ce qu'on veut, 2 entraînements c'était trop peu. Donc je te parle même pas de 1 entraînement, c'était quasiment inexistant pour moi les résultats. Donc ce que je me suis dit, écoute, j'ai pas de résultats en m'entraînant 2 fois, même très intensivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner moins intensif au niveau des charges de travail, mais plus régulièrement. Donc au début, j'ai commencé par 4 jours par semaine. Donc là, j'ai commencé à avoir un peu de résultats. Mais c'était pas encore ça. Pourtant, j'avais un taux de graisse relativement bas. Donc j'étais pas ultra sec, mais j'étais quand même censé avoir les 6 abdos qui apparaissaient au taux de graisse que j'avais. Et tu vois, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas bien ressortis, pas assez volumineux. Donc ce que je me suis dit, bon écoute, je vais encore réduire les charges de travail et vraiment me concentrer sur la contraction, sur le nombre de répétitions, sur la brûlure, sur localiser le travail au niveau des abdos. Et j'en suis venu avec les années à aller travailler à chaque fois que j'allais à l'entraînement quasiment. Donc on va dire 1 fois par jour, il y avait un entraînement des abdominaux, même des fois 2 fois par jour quand je vais 2 fois à l'entraînement où je sélectionnais par exemple un groupe d'exercices le matin, un autre le soir. Il n'y a pas réellement de meilleur exercice. Mais on va dire que si pour toi c'est vraiment un point faible et que tu souhaites les développer, il faut que tu apprennes à contracter, on va dire, chaque région des abdominaux. Donc si tu veux faire le bas des abdominaux, il faut que tu trouves comment les contracter quand tu fais par exemple du relevé de jambes suspendu à la barre fixe. Pas forcément chercher à faire le mouvement parfait, mais chercher à faire le mouvement qui va vraiment te contracter, réussir à te faire contracter le bas des abdominaux. C'est souvent ça l'erreur qu'on fait, c'est qu'on voit une vidéo de quelqu'un qui fait du relevé de jambes pour les abdos suspendus à la barre et on se dit attends, je vais faire pareil. Et nous, quand on fait ça, on n'a pas mal aux abdos, on a mal aux cuisses, on a mal au bas du dos, mais on n'a pas mal aux abdos. Donc on va essayer plutôt de plier les jambes, de monter un peu moins, de descendre un peu moins aussi, de manière à sentir la contraction. Et quand on sent qu'il y a le travail musculaire qui se fait au niveau de cette zone musculaire, on garde cet angle de travail et cette amplitude et on essaye d'enchaîner les répétitions pour faire vraiment de l'apprentissage. Après la routine, je peux essayer de te donner une routine, mais bon, c'est pas réellement ça qui va faire la différence avec une autre. Tu vois, tu peux très bien, moi par exemple, je vais te donner la routine que j'ai faite ce matin. Ce matin, j'ai fait 540 crunch au sol, tout simple. J'ai fait 540 crunch au sol et sans m'arrêter, hein. J'ai pas fait des séries de 100 ou autre. Et voilà, j'ai fait que ça parce que je trouve qu'en ce moment ça me réussit bien. Je trouve que mes abdos se dessinent très bien avec des séries très très longues. Mais j'inclus périodiquement d'autres jours à d'autres séances un travail, par exemple des obliques à la poulie haute, où je vais faire 5 séries de 20 par côté.
Je vais enchaîner par exemple avec des abdos à la corde, tu sais, quand tu te mets à la poulie haute à la corde comme ça, où je vais faire des séries de 30 ou 40 répétitions, pareil. J'ai pas réellement, si tu veux, de routine à te donner. Je pense qu'il faut que tu varies les exercices et que tu n'aies pas peur d'aller vers ceux que tu ne pratiques jamais. Il n'y a personne dans vos contacts qui correspondent à ce nom. Je crois que mon Siri a détecté un mot dans ma réponse qui l'a intrigué. Ouais, donc pour ta routine abdominaux, essaye de varier au maximum les exercices. Il n'y a pas d'exercice qui fonctionne mieux que d'autres. On ne peut pas dire, tiens, tu vas faire celui-là, tu vas avoir des abdos. Il faut vraiment que tu te concentres sur ton ressenti lors des exercices. C'est sûr que si tu as très mal au dos, quand tu fais par exemple du crunch, non, essaye plutôt de passer à la poulie. Tu vois, tu te mets à genoux par terre, tu prends la poulie haute avec la corde, essaye de vraiment contracter. Mais si vraiment c'est ton point faible, je te conseille de mettre plus léger sur tes exercices, de faire beaucoup de répétitions, de te reposer assez peu entre tes séries et de le faire le plus souvent possible. C'est-à-dire que le plus souvent possible, c'est tous les jours, et le moins souvent possible pour toi, ça serait 4 entraînements par semaine. Tu vois, essaye de te faire de 4 à 7 entraînements par semaine d'abdominaux. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire c'est vraiment n'importe quoi, les abdominaux c'est comme tous les muscles, ça a besoin de récupération. Je suis d'accord avec ça. Tu peux te garder un jour où tu les laisses récupérer par semaine, donc on va dire 6 entraînements. Mais il ne faut pas oublier que tu ne vas pas les entraîner en maxi, tu ne vas pas faire des séries de 6 répétitions à l'échec. Donc ce n'est pas la même récupération que par exemple une séance de quadriceps où tu vas faire du squat. Tu vois. Donc la récupération des abdominaux, il y en a besoin, c'est sûr. Tu ne vas pas faire 7 entraînements par semaine pendant un an. Donc tu vas avoir des jours où tu ne les travailleras pas, mais fixe-toi un objectif où tu les entraînes très fréquemment parce que forcément il y aura des jours où tu ne les feras pas et ça sera ces jours-là où ça sera ta récupération. De toute façon, en essayant cette méthode, tu auras ta réponse et tu auras réellement, tu pourras te dire oui, ça a fonctionné, non, cette méthode ne fonctionne pas. Mais au moins, tu pourras l'exclure de ton approche si jamais elle ne fonctionne pas et te dire ça sert à rien, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas, je peux passer à autre chose. Ou ça fonctionne pas trop mal, donc je peux le garder dans mon carnet d'entraînement si tu en as un et te dire que voilà, quand tu stagneras, tu diras cette méthode m'a fait un peu progresser, je vais passer à autre chose, mais je sais que quand je vais stagner ailleurs, je pourrai revenir à celle-ci. Donc voilà pour ta réponse. Je vais continuer avec la question d'Anthony. Alors, salut, point de vue santé, penses-tu que la pratique de la musculation intensive, dite no pain no gain, on se déchire à chaque entraînement, il faut souffrir pour être beau, soit vraiment la bonne approche? Le tome 2, La Fée, qui vient de sortir, propose une approche vraiment intéressante et moins stressante pour l'organisme. Ce n'est pas de la pub, je voudrais juste savoir si tu en avais connaissance. J'ai pas connaissance de ce livre de La Fée numéro 2, mais il faut faire une différence entre la musculation avec l'approche santé et la musculation avec l'approche performance et esthétique, on va dire, où on cherche vraiment à obtenir le meilleur de ce que nous-mêmes on peut devenir ou on peut faire. Donc la partie performance, moi ça m'intéresse pas trop parce que honnêtement on trouvera toujours quelqu'un qui est plus performant. On peut chercher à se faire plaisir, mais naturellement quand on s'entraîne de toute façon de façon intense, on progresse en force, on progresse en performance, on arrive à pousser des barres plus lourdes que ce qu'on poussait quand on était débutant. Donc le côté performance, on l'a dans tous les cas. Si on se compare qu'à soi-même, bien entendu. Après, moi je vais être un peu vif et je vais un peu trancher sur le truc. Si tu veux vraiment être au top de ton physique au niveau esthétique et au niveau, on va dire, aller le plus loin possible, il va falloir que tu t'entraînes intensivement. Donc au niveau santé, c'est certainement pas l'idéal. Pourquoi? Parce que tu vas être souvent fatigué, parce que tu vas mettre tes articulations en contrainte sur certains mouvements, parce que tu vas fatiguer tes tendons, tu vas un petit peu fatiguer ton organisme aussi, donc ton système nerveux. Enfin, tu vois, là on n'est plus dans la musculation santé pour ne plus être quelqu'un de sédentaire. On est dans quelque chose de poussé, d'intense, vraiment parce qu'on a un but esthétique. Mais encore une fois, il faut savoir que le développement musculaire, on va dire qu'on se développe j'aime bien dire, à 90% les premières années. Donc là où on va vraiment devoir être très intense, devoir faire des sacrifices au niveau de l'alimentation, à surconsommer
des protéines et d'autres aliments, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé non plus. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des résultats relativement, on va dire rapidement, si on pense que 4-5 ans c'est rapide. Et c'est là qu'on va se créer son plus gros développement quelque part. On va se créer sa carcasse, on va se créer l'argile, on va dire, pour reprendre les mots d'Arnold, qu'on va pouvoir tailler par la suite avec une approche alimentaire un peu plus souple et du travail un petit peu plus, on va dire, plus technique, plus sur des séries un petit peu plus poussées, etc. Donc, la santé, la performance, l'esthétique, je pense pas que ça aille... on peut faire un mix de tout, mais on pourra jamais être au top dans toutes les disciplines en même temps. C'est-à-dire que si tu veux être au top au niveau santé, forcément que ton alimentation va être moins calorique, que tu vas peut-être périodiquement faire des périodes de jeûne, parce que c'est aussi bon pour la santé et pour la longévité. Tu ne vas pas chercher à te faire péter une durite sous la barre à squat, parce que tu n'as pas envie de te faire des problèmes au niveau de tes artères, de ton cœur ou d'autres choses. Donc, tu me dis, penses-tu que la pratique musculation intensive soit vraiment la bonne approche? Moi, je pense qu'au point de vue santé, non. Au point de vue santé, puisque là, c'est vraiment la question, c'est pas la meilleure approche. La meilleure approche, c'est faire du sport, certes, de faire quand même du sport avec une bonne dépense calorique et une dépense physique, mais pas au point que nous, on pratique. Enfin, je ne sais pas comment toi tu pratiques, mais moi, par exemple, je pratique, j'y vais vraiment à fond. Je fais des régimes parfois carencés, tu vois. Donc, c'est pas au niveau de la santé, c'est pas l'optimum. Il faut dire ce qui est à un moment donné, que des fois c'est tout beau tout rose, ce qu'on peut lire à droite à gauche. La musculation, quand on est vraiment extrême, quand on va vraiment loin dans les régimes, c'est pas le top pour la santé, quoi. Donc c'est pour ça aussi que on fait pas mal de choses comme ça qui sont pas super bonnes pour la santé, pour l'organisme. À côté de ça, si on peut avoir une alimentation avec des aliments d'origine, on va dire bio, si on a les moyens, parce que ça coûte vraiment un bras, mais des bons aliments, plus un bon choix au niveau toujours pareil, des aliments, ce qu'on va mettre dans notre assiette, quoi. Ne pas surconsommer des glucides, ne pas surconsommer des graisses animales, éviter les produits transformés, enfin toutes ces choses-là, on va essayer pas d'équilibrer, mais de ne pas amplifier, on va dire, le côté dégradant pour la santé, quoi. Après, c'est mon point de vue, hein. Il y en a qui pensent que la musculation, même de façon hardcore, c'est bon pour la santé. Moi, c'est pas réellement mon point de vue. Donc voilà, tu as ma réponse.